Oui, j'avais demandé de le créer en tant que technicien. Directement sur le serveur. L'adresse du serveur est encore là-haut, là, sur le tableau. Ah, bah, l'identifiant, c'est toi qui l'a créé. Tu te souviens plus? Bon, attends. Je vais, je vais aller le revoir. Administration, utilisateur. Alors, c'est pas DK? Non. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais expliquer un peu le cycle de vie principal d'un ticket. Après, ce cycle peut varier en fonction de la politique et comment les entreprises vont gérer le ticket. Si on prend, si on prend le principe, vous avez une personne qui va faire une demande. Une demande sur GLPI ou tout autre logiciel de ticketing. Parce que GLPI, c'est celui qu'on voit parce qu'il est gratuit, il est quand même pas mal utilisé, mais ce n'est pas le seul logiciel de ticketing. Il y a Zendesk, par exemple, qui est très utilisé aussi en entreprise, qui fait partie des groupes. Mais en général, le process reste le même parce que c'est lié à un autre élément qu'on verra par la suite, même si ça sera plutôt des vidéos, parce qu'expliquer, c'est pas forcément très clair. C'est ce qu'on appelle ITIL. ITIL, en fait, c'est un ensemble de règles pour la bonne gestion d'un service informatique. Donc c'est pour ça que ITIL, en fait, je dis que GPI, du coup, c'est un logiciel de ticketing, mais que les autres logiciels de ticketing, en général, respectent à peu près le même process, parce qu'en fait, ce process est plus ou moins déterminé par ITIL. ITIL, c'est un ensemble de normes qui permet de bien gérer le service informatique d'une entreprise, notamment au niveau de l'assistance, et ce qu'on appelle le ticketing. Donc c'est pour ça qu'en général, les process sont à peu près les mêmes dans chaque entreprise. Après, les entreprises ne sont pas obligées d'utiliser ce que dit ITIL, mais souvent ça l'est. Donc là, c'est un utilisateur. Donc il fait une demande, là, on parle sur le fait que l'entreprise a fait directement un site sur lequel les gens peuvent faire une demande et s'envoie automatiquement dans GLP. Donc ensuite, le ticket est en général requalifié. Donc ça peut être le responsable ou technicien. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous comprenez par le fait de requalifier? Ouais. Si c'est un incident, un problème, un changement. C'est pratiquement ça, c'est pour changer en fait les niveaux. Parce que on regarde dans les entreprises de ticketing, il y a deux choses. Il y a les demandes
il y a les demandes et les Installe. incidents. Tu m'entends? Donc déjà, il faut requalifier le type de ticket. Parce que souvent, quand un utilisateur va faire sa demande, il va y avoir un niveau qu'il va mettre, mais qui ne va pas forcément être le bon niveau. Donc, par exemple, les demandes, c'est par exemple remplacement de souris, s'il veut une souris ergonomique, par exemple, remplacement tonnerre, ajout logiciel, par exemple. Ça, tout ça, c'est des demandes. Ce n'est pas des incidents. Parce que c'est quelque chose que la personne demande. Ça n'a pas un impact direct sur son travail. Bon, après, remplacement de tonnerre, s'il a besoin d'imprimer, effectivement, ça peut ralentir, mais ce n'est pas de quelque chose qui est un problème en soi. C'est directement la personne qui le demande. Et souvent, la plupart des gens, ils ne vont même pas forcément faire gaffe s'il y a un niveau, si c'est une demande, si c'est un accident ou quoi. Ils vont directement mettre le premier truc, ils vont mettre un incident, ils disent que comme ça peut être traité plus vite. Et après, dans les incidents, il y a par exemple pas d'internet, pas de partage, problème imprimante. Donc tout ce qui concerne du coup des incidents qui fait que la personne ne puisse pas travailler correctement. Donc déjà, ça c'est la première chose que l'on vérifie. C'est l'on qualifie la demande déjà. Pour être sûr si on est dans une demande ou si on est bien dans un incident par rapport au ticket que la personne a fait. Parce qu'il faut bien penser que la personne qui envoie le ticket, en général, elle ne connaît pas forcément. Vous pouvez vous baser qu'elle ne connaît pas l'informatique. Donc, du coup, elle ne sait pas classer les niveaux de problème. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose qu'il faut requalifier, c'est l'impact. Faible, moyen. Du coup, qu'est-ce que vous fait penser la notion d'impact par rapport à la requalification? Est-ce qu'il y en a d'autres que Lyon ont des idées? C'est à quel point ça m'empêche de travailler en fait. C'est ça. Mais en fait, c'est pas forcément que lui. Parce qu'effectivement, l'impact, c'est effectivement à quel niveau pour lui ça pose problème. Mais après, il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est est-ce qu'il n'y a que lui, est-ce qu'il n'y a que la personne qui est impactée, ou par exemple, est-ce que c'est tout un service qui est impacté. Donc, du coup, des fois, le niveau, il y a un niveau qui peut être faible, mais que l'impact peut être très élevé, parce qu'il y a une vingtaine de personnes, par exemple, qui sont impactées. Donc, le niveau global d'importance du ticket va être modulé automatiquement par les infos qui vont être rentrées dans la requalification. Et c'est pour ça que c'est important de bien requalifier pour ne pas traiter des tickets qui sont en réalité pas importants ou en faible impact avant de traiter des tickets qui affectent une vingtaine de personnes, par exemple, qui affectent tout un service. Donc ça, c'est pour ça que la requalification, c'est quand même une étape à ne pas négliger pour que le déroulé du traitement des tickets se fasse correctement.
ça, après, ça peut être soit un responsable de service qui va s'occuper de ça, ou soit ça peut être les techniciens eux-mêmes, quand ils vont voir le ticket, qui vont pouvoir le reclasser par rapport aux informations. Donc, je vous montrerai à quel endroit ça se reclasse par la suite. Mais il ne faut pas négliger ça. Après, une fois que c'est requalifié, il y a le traitement du ticket par un technicien. Donc là, il y a deux possibilités, c'est à gérer en fonction de l'entreprise. C'est soit un responsable qui va attribuer directement le ticket à un technicien en particulier, ou ça peut être aussi en mode libre service, c'est-à-dire que les techniciens, ils ont la liste de tous les tickets et ils prennent celui qu'ils veulent dans la liste, et toujours basé aussi par rapport au niveau d'impact. C'est-à-dire, plus le ticket est urgent, plus il faut commencer par cela. Donc même si on est en libre service, normalement le technicien est censé prendre dans les tickets urgents. Sauf si vraiment il y a des spécificités qui ne sait pas les traiter. Donc à ce moment-là, il est pas les collecter. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle le ticket est attribué. Ici, il était nouveau. Après, il passe en attribué. Quand il est en attribué, il disparaît de la liste générale des tickets. Si un technicien revient derrière, il ne verra plus le ticket. Sauf le technicien auquel ça a été affecté, ça a été attribué. Donc comme ça évite d'encombrer la liste. Au moins, quand les gens viennent sur la liste des nouveaux, ils voient tout de suite ceux qui ne sont pas encore attribués, dans lesquels ils peuvent prendre. Donc après, contact avec le client. Donc là, on est en phase de résolution. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans la phase où on résout le ticket, on prend contact avec le client, on fait les manifs nécessaires pour tenter de résoudre le problème. Après, à ce niveau-là, il peut y avoir une petite chose qui peut se faire. Soit on passe le ticket en résolu parce que après qu'on a fait des manipulations, le client ça remarque, le ticket est réglé, on met la solution dans le ticket et on le passe en résolu. Ou la deuxième phase, on le met en attente. Je vais vous expliquer après pourquoi l'intérêt de le mettre en attente. Donc en attente, c'est-à-dire qu'on a fait des manipulations. Donc des fois, ça peut être des manipulations où les choses sont un peu aléatoires, donc on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Donc tant qu'on n'est pas sûr si le ticket est vraiment résolu, parce qu'il faut que la personne fasse quelques essais plus en détail et tout, qui peut prendre quelques jours. Du coup, on met le ticket en attente. On sait qu'il n'est pas résolu, mais qu'il est en cours de résolution. On indique pourquoi on le met en attente. Par exemple, essai du client,
Ou des fois, ça peut être, comme là, ça les périodes qui arrivent maintenant, ça peut être la personne a envoyé un ticket. Comme du coup, il y avait pas mal de trucs urgents avant, vous n'avez pas eu le temps de le traiter le même jour. Et quand vous le traitez le lendemain, vous contactez la personne elle n'est pas joignable. Soit elle vient de partir en vacances, soit elle a des réunions ce jour-là, vous ne pouvez donc pas la voir. Et pas dans ce cas-là, même si vous n'avez pas contacté, si vous avez contacté le client, même si vous ne l'avez pas vu, vous passez le ticket en attente. Donc vous allez bientôt comprendre. Et après, la suite, que ça, dans les deux cas, on va dire que l'attente elle est finie, c'est résolu. Et ça passe la clôture du ticket. Donc ça, c'est pareil, il y a deux possibilités. Soit c'est le responsable, soit ça peut être le tech. Souvent, c'est un peu plus les responsables qui vont clore le ticket. Pourquoi? En général, c'est les responsables en général qui clôt les tickets après la résolution. C'est ça. Comme ça lui permet au responsable de vérifier les procédures, comment le technicien a fait les choses et de vérifier si ce qu'il a fait était cohérent avec le problème. Parce que des fois, on peut faire une manip qui va résoudre le problème, mais qui n'était pas forcément la bonne manip, ou ça peut être un coup de chance que la manip que vous ayez faite a fonctionné. Donc ça leur permet de rejeter un œil. Mais après, en fonction des entreprises, ça peut être aussi directement le technicien qui va clore. Sachant que de toute façon, après, le responsable, lui, il peut aller voir les tickets clos et revérifier à l'intérieur qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qui a été mis comme. Et potentiellement rouvrir le ticket. Si c'est le cas, s'il y a pas de problème. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le cycle basique d'un ticket au niveau du traitement d'assistance. Et c'est ça que vous allez mettre en place comme on fait tout à l'heure sur le ticket. Vous pouvez passer cette partie-là. On va le revoir après, ce sera directement sur le logiciel. Donc maintenant, pourquoi l'attente est importante de mettre un ticket en attente? Oui. Les raisons, l'intérêt de mettre en attente. Donc ça réfère à un terme que je vous ai parlé un peu plus tôt déjà normalement. À votre avis, du coup, pourquoi il y a l'option de mettre en attente un ticket? Et pourquoi on ne le laisse pas tel quel, sans le mettre en attente en attendant le retour de quelqu'un, le retour du contact avec le client, à votre avis? Non, parce que quand il est attribué, normalement, les autres personnes du service savent que c'est toi qui l'as, donc il n'y a pas de qui travaille à ta place. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Est-ce que ça parlait à quelqu'un le terme que j'avais parlé de SLA? Service. C'est les accords de médecin. Level A. Le SLA, c'est vraiment une notion très importante dans le ticket.
fait, c'est les accords de niveau de service entre le client et le centre de support. C'est par rapport à c'est au niveau du délai. Du coup, le SLA va gérer le délai de traitement du ticket. Par exemple, un SLA classique pour la plupart des employés, ça va être 48 heures. C'est-à-dire que quand ils envoient le ticket, le centre de service a 48 heures pour commencer à traiter le problème. Ça, en général, c'est un truc assez classique. Après, ça va dépendre de chaque entreprise et de chaque et du type de client. Mais par exemple, un SLA, c'est-à-dire 48 heures, c'est-à-dire si le client envoie un ticket, l'entreprise de service a 48 heures pour commencer à traiter le problème. Souvent, ça va être fait avant, ça va dépendre de la charge de travail de l'entreprise. Mais là où c'est important, c'est plus quand on arrive à des niveaux supérieurs. Par exemple, quand j'étais à Conforama, il y avait le SLA de 48 heures pour les employés, mais il y avait aussi un SLA je crois qu'il était de 4 heures pour ceux qui avaient un statut VIP. C'est-à-dire qu'ils ont ceux-là, c'est les directeurs de service, c'est le directeur d'entreprise et tout. Ceux-là ont un SLA particulier. C'est-à-dire que eux, les tickets doivent être traités commencer à être traités dans les 4 heures. Après la réception. Ils sont prioritaires. Et donc dans une entreprise, c'est le SLA qui va permettre de vérifier justement la priorité du ticket. En plus, donc voilà. Ok. Donc du coup, le SLA, c'est vraiment un élément très important dans le service informatique parce que ça va permettre de donner votre priorité aux personnes. Donc, même si quelqu'un a quelque chose de très urgent dans les 48 heures, mais qui a aussi, du coup, ça va être trop court pour traiter le SLA du VIP, c'est le SLA du VIP qui va commencer en priorité. Parce qu'en fait, dans le SLA, donc c'est le niveau de temps pour résoudre le problème, mais derrière, il y a aussi un autre point qui est rentré dans ce contrat-là, c'est les pénalités. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le SLA, en fonction du contrat, il peut y avoir des pénalités d'argent derrière pour tant d'euros par heure de retard de traitement. Ouais. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un SLA de 4 heures, et puis tu as un SLA de 4 heures, on le traite que au-delà des 4 heures. On commence à entre contact et au-delà des 4 heures. Donc ça veut dire qu'on n'a pas respecté notre engagement des 4 heures. Donc dans ces cas-là, tu peux mettre des pénalités, par exemple, de, on va dire 50 euros par heure de retard. Du SL. 50 euros pour le salarié ou non, pour la société. Après, comment c'est redivisé après à l'intérieur de la société de service, ça c'est autre chose. Mais c'est la société de service en global qui se prend des pénalités. Parce que, oui. En général, une société externe. Ou même en interne, même si à Conforama, il y avait le SLA des 4 heures, donc après, même si ce n'est pas forcément financier, il y a quand même des retombées derrière. Il y a quand même quelqu'un qui va se faire taper sur les doigts. Donc en général, ça va être ton responsable de service qui va se faire taper sur les doigts.
puis après, Et ça lui, il va te redescend. taper, tu l'as pas. Mais comment, du coup, si un technicien n'arrive pas à gérer ça en 4 heures, Après, c'est pour ça que je dis que c'est au moins commencer à traiter dans les 4 heures. Après, pour commencer à identifier les causes. Après, en fonction du problème, ça peut être un autre problème technique à l'extérieur, ça peut être, je sais pas, quelque chose, une pièce qui a cassé ou quoi, parce que c'est sur un ordi ou quoi, et la pièce, bah, elle est pas disponible. Bon, bah là, tu l'expliques, tu le mets dans le ticket, ça fait partie de cas de, on va dire, de force majeure. Mais il faut que tu aies commencé à traiter le ticket dans les temps impartis. Après, il peut y avoir aussi des SLA où, par contre, c'est un délai de résolution. Donc là, théoriquement, le délai de résolution doit être dans les 4 heures. Mais, encore une fois, il y a quand même des moments où il y a des facteurs qui ne sont pas dépendants de nous, donc qui ne peuvent pas être traités dans les 4 heures non plus. Par exemple, c'est pareil, quand vous appelez Free ou quoi, en tant que pro, des fois, normalement, ils peuvent avoir des contrats où c'est 4 à 8 heures de rétablissement. Ah, des fois, si c'est un serveur central ou un équipement qui a été endommagé et tout, des fois, c'est plus long de résoudre que 4 heures. Et ça, du coup, ça s'explique. Attends, du coup, il est évident. Oui. Ils disent que c'est mute dans la classe virtuelle. Non. La classe virtuelle, ils disent qu'on vous entend pas. Oui, mais j'ai pas mon autre micro, je suis désolé. Mais ils disent que c'est mute. Hein? C'est mute. oui, vous êtes. Pas normalement, je crois pas. Mais bon, à l'emplacement où je suis, moi que ce soit muté tout seul. Pourtant, j'avais pas muté normalement. Mais bon, je suis à l'emplacement où je suis. De toute façon, je suis pas sûr qu'ils entendent bien. Ce que je vous laisse. Quand t'es au tableau, on entend. Mais Non, moi, je sais pas pourquoi ça s'est muté. Je disais, voilà, le SLA, c'est vraiment très important parce qu'il peut y avoir des pénalités financières derrière qui tombent. Parce qu'en général, s'il y a un SLA qui est plus court, ça veut dire que les personnes font plus de responsabilités et donc leurs problèmes peuvent impacter beaucoup plus rapidement la société. On dit que les pénalités, ça veut dire en salarié, en valeur. Enfin, c'est-à-dire que si par exemple, toi, tu es un service externe à l'entreprise, donc tu as un contrat qui vous lie, et donc il te paye pour un service, et si du coup tu ne respectes pas le service, bah, ils peuvent demander à ce que tu rembourses ou que tu payes une amende de temps. C'est comme sur les entreprises de BTP. Normalement, les entreprises de BTP, si elles ont du retard, elles ont des pénalités, c'est la même chose. Parce que tu ne respectes pas tes engagements, donc tu as une pénalité derrière. Même si c'est un service interne, bah, il y a quand même quelqu'un qui va se prendre, si ça ne respecte pas, qui va se prendre du coup un peu attaqué, on va dire, de la direction. Et la personne, ça va être souvent ton responsable et qui du coup va chercher pourquoi c'est arrivé à ce qu'il se prenne attaqué. Il va distribuer les taquets derrière. Et sachant que les tickets sont attribués, bah, il va savoir rapidement bien attaquer. Et qu'il mette le taquet derrière. Donc, oui, Daniel, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, c'est bon, vous avez répondu. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important et comme on va le voir par rapport à la communication avec les clients. Donc, par exemple, je sais que quelquefois, du coup, une fois, c'était le directeur directement de Confo qui avait appelé parce qu'il avait un problème. Bah là, le technicien itinérant, parce que c'était un problème technique, il fallait mieux aller sur place directement. Bah, le technicien itinérant qui était en train de régler un truc, il a dit à la personne attendez, excusez-moi, je vous rappelle tout à l'heure, là j'ai un truc plus important. Et du coup, il était voir directement le directeur. Il n'a même pas fait attendre les 4 heures, il était directement. Il y a des postes comme ça. Bon, après, surtout qu'en général, les VIP, c'est pas forcément là que vous aurez les problèmes les plus importants. Parce que du coup, des fois, ça va être des problèmes avec Word, des trucs comme ça, des trucs assez basiques, mais ils sont
pas là pour perdre du temps et essayer de trouver par eux-mêmes quel est le problème. Eux, ils appellent directement, ils envoient un ticket, ils passent à autre chose. Ils vont pas s'amuser à essayer de trouver la solution sur Internet. C'est pas leur rôle, donc eux, ils envoient. Et en général, c'est pas forcément les VIP qui auront des tickets qui seront des fois les plus embêtants par rapport à la base des employés. Donc, faut pas, si vous voyez dans une offre VIP, faut pas que ça vous fasse peur non plus. Les tickets, des fois, je ne dis pas que ça soit toujours le cas, mais des fois, seront des tickets qui ne seront pas forcément plus compliqués que des tickets longs. C'est juste que le traitement et votre prestation, vous avez un peu moins de temps des fois pour le traiter. Et après, donc, du coup, il faut être d'autant plus. Déjà, avec les autres, de toute façon, il faut être aimable quand même dans la communication, mais d'autant plus avec les VIP ou ceux qui ont des SLA. Donc voilà, pour la présentation, du coup, c'est ça les termes que vous allez retrouver. Le fait d'attribuer, de résolu, de mettre en attente et de clore le ticket. Et donc, les raisons pourquoi on met en attente, c'est que si par exemple vous avez un SLA de 8 heures de rétablissement, mais que quand vous contactez le client, vous n'arrivez pas à l'avoir, vous mettez que vous avez essayé de joindre à telle heure la personne et tout, par tel moyen, vous n'avez pas eu de réponse, donc vous mettez en pause, et du coup ça pose le SLA. Parce qu'au moins vous montrez que vous avez essayé de contacter la personne et tout, donc vous pouvez mettre en pause pour éviter que le SLA il continue. Parce que si vous le laissiez pas en attente, bah, votre SLA il va continuer, et à un moment il va y avoir en fonction de comment sont réglés les logiciels, il peut y avoir des alertes. Ça peut envoyer un mail à votre responsable en disant attention, il y a un ticket, le SLA il continue, là il n'est pas traité, il va falloir faire quelque chose. Il passe 4 heures, le problème est. Après, il a commencé à en zéro, d'autres problèmes, mais c'est pas fini. Après, une fois qu'il a commencé, déjà tu peux justifier que tu as l'heure à laquelle tu as commencé le ticket, ça a été attribué, donc du coup tu peux voir quand même que le SLA est quand même commencé dans les temps. Après, c'est pour ça qu'il faut justifier aussi. Si jamais c'est un problème technique que tu ne peux pas résoudre parce que ça peut venir de l'extérieur des fois, ou ça peut être un équipement, je sais pas, un routeur ou un switch, je sais pas, sur le chemin qui a lâché et qu'il faut le temps de reconfigurer et tout, ça peut dépasser le délai. Ça s'explique. Des fois, le client peut avoir du mal à comprendre, mais ça s'explique les difficultés techniques. Par exemple, là, je sais qu'il y avait, là, chez mes parents, l'autre fois, il y avait eu un problème d'Internet. Du coup, ils appellent, mais là, on leur explique que du coup, c'était un problème extérieur, c'est physiquement un câble qui était coupé. Donc, du coup, ils ont expliqué qu'il fallait un peu plus de temps pour résoudre que le délai classique. Bon, même s'ils n'avaient pas un SLA particulier, mais en général, les fournisseurs Internet, ils essaient de résoudre dans la journée s'ils peuvent, ou envoyer un technicien. Donc, voilà, après, ça va dépendre aussi effectivement du type de SLA, si c'est un SLA de délai de traitement ou un SLA de délai de rétablissement garanti, ce qui est un peu différent. Là, par exemple, si un SLA de 8 heures de résolution garantie, là, effectivement, tu as 8 heures pour résoudre le problème et que ça fonctionne. Un SLA de 8 heures de traitement, il faut traiter commencer à traiter le ticket dans les 8 heures. Donc, il y a une petite nuance. C'est pour ça qu'il faut bien après, dans l'entreprise, revérifier les SLA. Voilà, ça, c'est les points principaux du cycle de vie d'un ticket. Et surtout, le point principal, c'est de ne pas oublier
SLA. Moi, vous avez mis après attente, Raison, Ah, ok. intérêt de l'attente. C'est-à-dire justement d'éviter que le SLA court en permanence, alors que vous avez bien essayé de prendre contact avec le client et tout. Et après, que des fois, la résolution, ça peut être, surtout si le problème est aléatoire, des fois vous allez faire des manipulations, vous n'allez pas forcément tomber sur le problème tout de suite. Vous allez essayer de régler certains trucs, vous allez faire votre listing de ce que vous avez réglé. Mais par contre, vous dites, comme c'est aléatoire, là, on ne peut pas le dire. Vous dites au client que vous le mettez en attente le ticket, vous lui demandez d'utiliser comme d'habitude son truc et de revenir vers vous si jamais soit il n'y a plus de problème, ou soit si le problème continue pour essayer de trouver une autre solution. Donc dans ce cas-là, si je vous rappelle pour vous dire que c'est résolu, vous passez au résolu et après il sera clos. Ou sinon, vous reprenez le ticket, vous enlevez l'attente et vous reprenez le ticket en mettant d'autres solutions. Après, il y a un autre cas aussi qui peut arriver régulièrement comme ça, c'est le ticket a été clos. Parce que ça a été résolu, ça a marché. 2 jours après, ou une semaine après, la personne refait un ticket pour la même chose. Donc là, il y a deux possibilités qui peuvent être gérées. C'est soit on fait bien la relation avec le ticket d'avant, donc on va réouvrir le ticket. Ou la deuxième possibilité, c'est on va lier les tickets. On peut faire un ticket de problème, si ça se répète. Ouais, en fait, après, on va, de toute façon, après, comme justement on va lier, si ça se reproduit régulièrement, on va plutôt lier les tickets, comme ça on va voir le nombre de tickets qui parlent de la même chose. Mais sinon, on peut rouvrir le ticket pour comme ça, on a les manipulations qui avaient déjà été faites et pour voir à quel moment on pourrait essayer de faire autre chose pour essayer de résoudre le problème pour que ça ne revienne pas au bout d'une semaine. Là, par exemple, je peux donner un cas, parce que du coup, quand j'étais à Conforama, ils étaient en train de changer ils étaient en train de changer la plupart des PC des magasins. Donc, toute la série, c'était les mêmes PC qui avaient été commandés. Dont un, c'était un ordinateur portable pour le directeur du magasin, sur lequel il y avait un deuxième écran qui était branché pour avoir un écran plus grand, en plus de l'écran du portable. Donc au début, ça se passe bien, puis d'un seul coup, un premier jour, on a 3 tickets disant que le deuxième, l'écran externe ne fonctionne plus. Ok, on voit le truc, on se dit, bon, le lendemain, on va essayer de trouver une solution. Le lendemain, en plus de ces 3-là, on en a 5 autres. Au même problème. Même série d'ordinateurs, même problème pour les 7. Donc là, on se dit, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Donc du coup, on commence à régler ces 7-là. On fait une première manipulation, on met à jour le pilote, la carte graphique. Ça marche, ça redémarre et tout. Donc on close cette série de tickets. Pendant ce temps-là, il y en a 5 autres qui étaient le lendemain qui sont arrivés. Même problème exactement. Donc du coup, vas-y, c'est ça, on fait la même chose. Le lendemain, on en a 3 de plus des nouveaux, plus on en a 5 des anciens qui reviennent. Donc du coup, on a relié tout ça ensemble, tous ces tickets-là pour la chose. On a refait une manipulation, sauf que la petite différence, c'est qu'au lieu d'aller chercher le pilote générique, on va dire, de chez Nvidia, on a été directement par contre chez Lenovo, parce que c'était des ordinateurs Lenovo, avec la référence, du coup
service informatique au travers de cette référence. Et du coup, sur leur site, il y avait une mise à jour de pilote graphique. Et en fait, c'est cette mise à jour-là qu'il fallait appliquer. Donc du coup, on a trouvé le truc, après il n'y avait plus de problème. Et étant donné qu'il y avait un utilitaire qui était pas mal fait, l'a mis en place, c'est-à-dire qu'il y avait un utilitaire qui permet d'envoyer des patchs à toute une série de PC. On est terminé. Donc ça fait que tous ceux qui n'avaient pas encore envoyé, qui n'avaient pas encore contacté pour dire qu'ils avaient des problèmes, parce que des fois le directeur était en vacances ou quoi, donc il n'avait pas encore eu le temps, et ben dès que les PC allaient démarrer, la mise à jour allait s'appliquer automatiquement. Ce qui évitait du coup qu'ils aient besoin de recréer un ticket. Mais le fait du coup de rouvrir, de lier les tickets, va permettre de repérer tous les tickets qui sont semblables et qui ont les mêmes causes pour trouver la solution et essayer d'appliquer justement une solution générale pour que si jamais ça se reproduit par la suite, on sait les manipulations ont été faites. Vous voulez dire que vous avez lancé une mise à jour à distance? C'est ça. Après, c'est pas forcément toutes les entreprises qui ont ça en place, mais il y a des possibilités de faire ça. C'est pas vrai, GPO? Oui, ça agissait, je ne sais pas exactement si ça agissait au niveau du GPO, mais ça envoyait des informations à l'ordinateur avec l'élément qu'il fallait. Donc le fait qu'il y ait depuis une machine. Oui, c'est un serveur directement. C'est le même principe. Je ne dis pas que ça passait exactement par le même canal que les GPO, parce que je n'ai pas vu le détail du truc, j'ai vu comment mettre en place, comment gérer les trucs, comment voir les étapes. Mais après, peut-être que derrière, ça passait réellement par une GPO, ça serait peut-être automatiquement une GPO qui faisait les modifications. Mais voilà, le principe, c'était que la personne puisse avoir automatiquement le truc, pour elle, ça soit transparent. Les premiers, on les a contactés et tout, on a mis en attente 2-3 tickets, on les a mis en attente, et on les a contactés au bout d'une semaine pour confirmer que c'était bien réglé, qu'il n'y avait plus de problème. Donc après, la cause qui s'est produite, c'est probablement une mise à jour de Windows qui rentrait un peu en conflit avec le pilote graphique. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait mettre à jour, mais spécifiquement avec la mise à jour de Lenovo. Pas la mise à jour générale je crois que c'était des Nvidia en l'occurrence. Bon, même ça aurait fait l'ND. Hein. Mais voilà, on s'est dit peut-être que de mettre en premier, on va mettre le tout générique. Ça a marché, mais temporairement. Donc, du coup, on a mis celui de Lenovo directement. Donc, c'est pas pour rien que dans les ordinateurs achetés de marque, des fois, il vaut mieux aller chercher, mettre à jour tout de suite avec les mises à jour du constructeur. Plutôt des fois que les mises à jour génériques. Oui. Et une demande sur le GPI. Là, les utilisateurs, c'est quoi là, c'est nouveau. C'est-à-dire c'est un nouveau ticket qui arrive dans GLPI, sera identifié en tant que nouveau ticket. Et si le mec, là, l'utilisateur, il n'arrive pas à accéder sur l'ordi ou il n'y a pas de connexion en commun, il va envoyer. Après, ça va dépendre de comment la société gère. Après, on a eu le cas, effectivement, des fois, des problèmes qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas d'ordinateur, pas de connexion. Soit il y en a qui prenaient leur téléphone et qui le faisaient à partir de leur téléphone, parce que si c'est un serveur qui est accessible. Après, il y a d'autres façons. Donc là, je vais venir. Je peux passer pour le SLA et tout. C'est bon. Sinon, j'ai pas ça. Sinon, je le fais. Voilà. Après, les tickets, on peut les réouvrir pour les lier à des éléments. Donc maintenant, là, du coup, il y a la question comment les gens peuvent, du coup, avoir que leur ticket, que leur demande arrive sur GLPI. Donc, il y a la première façon que j'ai dit, c'est par exemple par un site d'assistance. Donc, par
exemple, si c'est dans le cadre d'un service interne ou externe, il peut y avoir une page internet d'assistance où la personne rentre son entreprise, rentre son message, et par rapport à l'entreprise, ça arrive au bon endroit dans GLP. Ça, c'est la première possibilité. Donc effectivement, si la personne n'a pas Internet sur son PC directement, et que c'est un site sur Internet, elle peut y aller par exemple à partir de son téléphone ou de l'ordi de quelqu'un d'autre, de la société. Après, l'autre possibilité, s'il n'y a pas ça qui est mis en place, ou que la personne ne peut vraiment pas, ça peut être aussi d'appeler directement l'assistance. C'est-à-dire que la personne elle a le numéro du service auquel contacter pour l'assistance. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne, ou par exemple, qui va être de l'autre côté du téléphone, ou le technicien de support de niveau 0, de premier niveau, qui va récupérer l'appel et qui va créer lui-même le ticket sur GLP. C'est-à-dire que si vous le faites par vous-même, il y a un moment de toute façon, quand vous allez appeler par téléphone, il va y avoir la création de son ticket par le niveau 1 ou par secrétaire. Parce que des fois, quand vous appelez l'assistance, vous ne tombez pas forcément sur un technicien direct. Vous pouvez tomber sur une secrétaire qui va créer le ticket, qui va prendre les informations que vous lui donnez. Et ensuite, ça va aller là-dedans. Par contre, si jamais, ça comptera dans les exercices de toute façon, si jamais c'est vous qui récupérez, qui devez faire le ticket, donc la première chose à faire, c'est donc de demander à la personne son nom, prénom, et son identifiant, si jamais il y en a, ça a été attribué. Par exemple, si vous avez par exemple le nom, prénom et que c'est référencé, je sais pas, par un matricule ou par un numéro de référence interne de numéro d'employé, par exemple, du coup, vous donnez ces trois choses-là. Et à votre avis, à quoi vont servir ces trois choses-là? Ou même que deux, en fonction de... Des fois, ça peut être juste le nom et le prénom qui vont permettre d'identifier, ou on va vous demander, vous allez demander directement juste le numéro d'identifiant. Du coup, à votre avis, à quoi ça va servir de demander ça en premier? S'il n'y a pas. Effectivement, tu peux voir, effectivement, ça peut répertorier une série d'incidents liés à cette personne-là pour voir si ça peut être potentiellement effectivement un incident récurrent. Ça peut être ça, mais plus précisément par rapport à ce que je vous ai parlé juste avant, de ce que j'ai expliqué juste avant. Je laisse là. Parce que justement, l'identifiant d'identifier la personne va vous permettre d'identifier le niveau de SLA auquel elle a droit. Et ça va vous permettre aussi d'identifier si la personne a bien droit à l'assistance. Parce que si ça se trouve, elle n'a pas appelé le bon numéro. Donc si ça se trouve, vous n'êtes pas dans votre base de données parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc, du coup, vous ne pouvez pas l'aider. Vous n'allez pas aider des personnes qui ne font pas partie de votre entreprise. Si par exemple, on se trompe de numéro, vous n'allez pas... vous êtes chez Free, la personne vous appelle, elle est chez Orange, vous n'allez pas prendre du temps pour l'aider. Vous n'allez pas spécialement pouvoir. Mais, dans le principe, même si vous pouviez répondre à sa question, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt pour vous, parce que ce n'est pas la bonne boîte. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important, quand on vous appelle en tant qu'assistance client, d'identifier la personne pour savoir les droits qu'elle a et si elle a le droit toujours d'accéder au service.
que par exemple, vous prenez, par exemple, l'Apple Care et tout, une fois que vous avez dépassé les 2 ans, normalement, le numéro qu'on vous donne de début, vous ne pouvez plus les appeler parce que vous ne bénéficiez plus du service d'assistance avancée, on va dire. Donc c'est pour ça que ça va déterminer les droits et s'il est autorisé du coup le SLA de la personne. Donc ça c'est la deuxième façon que ont les personnes pour que leur ticket et leur demande rentrent dans GLP. Directement le contact par téléphone. Et après, donc il y a deux possibilités que vous dites, soit vous allez tomber sur plus une secrétaire qui va du coup créer le ticket dans GLPI et après c'est un technicien qui va récupérer le ticket dans GLPI. Après, si la secrétaire est bien formée ou quoi, on peut éviter la phase de requalification. Parce que si jamais elle a été bien entraînée et tout, elle peut mettre les bons niveaux de risque et d'impact. Hein. Ou sinon, la deuxième cas par téléphone, c'est que vous pouvez tomber directement sur un technicien de premier niveau. Et là, en général, lui, il a un timer. En général, pour les entreprises, ça peut être réglé par exemple sur à peu près un quart d'heure. C'est-à-dire que son appel normalement avec vous ne peut pas excéder un quart d'heure. Donc après, ça n'empêche pas qu'il peut potentiellement arriver à vous résoudre votre problème dans le quart d'heure en fonction du problème. Dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit il a besoin de refaire des vérifications, il rappelle, ou soit on arrive à un autre terme qui est très important. C'est à ce moment-là, sinon, s'il ne va pas pouvoir et que ce n'est pas de son sort, il y a ce qu'on appelle ici, je le mets un peu après, parce que j'en parlais après, c'est l'escalade. On escalade le ticket. Je vais en reparler juste après. Je vais vous montrer les façons dont on peut contacter le service. Le troisième, ça peut être un email au support. Donc, du coup, la personne essaie d'expliquer au maximum, donne ses coordonnées. Et à ce moment-là, pareil, le technicien qui va prendre sa demande, ou si ça arrive à un secrétariat, il va transformer le mail en ticket sur GLP. Avec, pareil, autant que possible, directement les bons niveaux d'impact. Ça, c'est la troisième façon. Qui va transformer le mail Ça va être soit le niveau 1, l'entrée de base, ou une secrétaire. Et la dernière façon, c'est direct. C'est-à-dire que la personne va directement soit à un comptoir, parce qu'il y a des entreprises maintenant des fois qui font des comptoirs où les personnes peuvent venir directement avec leur machine pour les problèmes. Et à ce moment-là, c'est la personne qui derrière le comptoir qui va gérer le truc, qui va créer directement le ticket GLPI en face de la personne et après va essayer de résoudre le problème en même temps. Ou après, même si normalement ils ne sont pas censés faire ça et c'était marqué sur la porte, par exemple à Conforama, il y en a qui venaient directement avec leur ordinateur sur le bras, directement au service informatique. Normalement, c'était bien marqué sur la porte qu'ils ne devaient pas le faire, mais bon, ça n'empêchait pas qu'il y en avait quand même qui le faisaient. Donc bon, en fonction du problème, on ne les rejetait pas forcément. Mais normalement, c'était pas comme ça que c'était fait. Et même du coup, s'ils venaient directement au service comme ça et qu'on traitait le problème directement, il fallait quand même
crée un ticket GLP. Même si le ticket était, même si vous le faisiez après que la personne soit partie, il fallait quand même pour la traçabilité et pour justifier aussi votre temps à votre boss, du coup, créer un ticket quand même en disant voilà, j'ai réparé tel problème, la personne est venue directement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et la solution c'était ça. Parce que si vous ne le faites pas, après, bah, ça ne rentre pas dans les statistiques. Et donc, du coup, si après le responsable analyse par jour qu'est-ce que vous avez fait au niveau des tickets, du traitement et tout, et qu'il voit un gros trou, il peut se demander mais qu'est-ce qu'il a fait de la moitié de sa journée, quoi. Il a répondu à deux tickets qui lui ont pris 1 heure chacun, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ça se trouve, vous avez peut-être réglé 4 problèmes des gens qui sont venus directement, mais si vous ne créez pas les tickets, bah, vous ne pouvez pas du coup justifier. Donc après, normalement, le direct, c'est à éviter, ça dépend comment l'entreprise a mis en place les différentes façons de traiter. La plupart du temps, c'est soit soit le site d'assistance, soit des fois si les personnes ne savent pas trop ou quoi, souvent c'est par téléphone, c'est aussi par téléphone. Parce que des fois par téléphone, ça peut peut-être être traité un peu plus rapidement. Ce qui n'est pas faux, c'est pour ça qu'en général, on donne à peu près un quart d'heure au niveau 0 pour essayer de régler le problème. Parce que des fois, ça peut être des problèmes basiques et que la personne va pouvoir traiter largement dans le quart d'heure. Donc c'est vrai qu'après, souvent, si vous débutez dans une entreprise, il y a des chances qui vous fassent passer de toute façon un petit peu de temps au niveau technicien zéro quand même, pour que vous voyez un peu comment ça marche, le genre de choses et tout. Faut pas prendre la mouche, ça fait partie du job aussi de voir comment les étapes sont résolues et tout. Même si par la suite vous allez être plus haut en qualification et tout, il y a forcément des moments où il ne faut pas forcément vous dire vous donner les mots de passe administrateur d'un serveur et commencer à travailler dessus directement. Donc faire quelques tests et tout, mettre un peu en situation sur d'autres choses. C'est pour ça que de toute façon, il y a l'assistance aux utilisateurs qui fait partie du programme de TSSR également. Il n'est pas que ça qu'il n'est pas que en TI. Après, c'est sûr que en fonction du niveau où vous allez être, plus vous êtes à niveau 0, 1 ou 2, plus vous aurez de temps. Par exemple, niveau 0 ou niveau 1, ça dépend en fonction de comment c'est nommé dans les entreprises. Là, du coup, vous aurez un quart d'heure à peu près pour régler les choses. Et après, vous faites ce que vous faites, du coup, l'escalade. C'est-à-dire que vous envoyez on envoie le ticket au N1, N2 ou service spécifique. Pourquoi service spécifique? C'est par exemple si la personne vous appelle pour un logiciel métier qui a été développé spécifiquement pour cette entreprise et que vous avez testé les éléments de base de résolution et que ça ne colle pas avec les informations qu'on vous a données, enfin qui ne colle pas au script qu'on vous a donné, enfin, du coup à ce moment-là vous dites que ce n'est pas de votre sort et vous dites à la personne que vous escaladez son ticket pour l'envoyer directement au service spécifique qui va pouvoir qui va être plus à même de résoudre son problème. Et donc lui, après, quand il reçoit ce ticket-là, donc il a forcément toujours un certain temps pour le traiter. Il sait ce qui a déjà été tenté. C'est-à-dire que dans le ticket, vous allez mettre au moment d'escalade que vous avez tenté telle chose. Vous allez mettre les résultats de ces tests à côté. Comme ça, lui, le spécialisé, déjà, il sait que ce que vous avez fait, c'est bon. Donc, il sait que ce n'est pas la peine de le faire refaire à la personne derrière. Ça fait faire perdre du temps pour rien. Et donc, eux, en général, par contre, quand ils vont appeler,
ils auront pas forcément le problème du timer d'un quart d'heure. Ils auront plus de temps pour traiter le problème. Ils auront le temps qu'il faut potentiellement pour traiter pour traiter. Et si jamais ça marchait pas, que vous en avez discuté dans le service avec les autres collègues, avec votre responsable et tout, et qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle encore une autre escalade au niveau 3. Le niveau 3, lui, n'est pas forcément dans l'entreprise. Souvent, le niveau 3, c'est le fabricant soit du matériel, soit du logiciel. Si par exemple c'est un logiciel métier qui a été développé spécifiquement pour vous, ça sera du coup le développeur de ce logiciel qui sera le niveau 3. Donc souvent c'est externe à votre entreprise. Sauf si le logiciel en question a été développé à l'intérieur de l'entreprise. Mais je veux dire, c'est quand même du coup le niveau au-dessus, c'est le créateur du logiciel qui du coup par rapport à tous les tests qui ont été faits entre le niveau 1, les services spécifiques et du coup ses connaissances à lui, là c'est à lui de résoudre le problème le plus rapidement. Parce que des fois ça peut être une mise à jour de Windows, ils ont changé une version, ils ont changé quelque chose qui rentre du coup en conflit avec un élément de programmation et qui va résoudre le problème. Après, si ça remonte au niveau 3, ça veut dire qu'en général, il ne va pas y avoir qu'une seule personne qui va être affectée. En général, si ça remonte jusque-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, il y a la plupart des personnes qui vont utiliser ce logiciel qui vont être impactées. Donc après, en fonction de ce que le niveau 3 vous dit, vous essayez de régler d'une façon ou d'une autre les choses. Par exemple, s'il vous dit que c'est à cause effectivement qu'il a identifié que la mise à jour, c'est une mise à jour qui a posé un problème avec, parce qu'il a fait des tests. Donc dans ces cas-là, il y a deux possibilités. C'est soit il arrive à développer rapidement un patch pour remettre à jour le programme et que ça marche, ou alors à ce moment-là, vous pouvez désinstaller la mise à jour en question sur le poste des utilisateurs, le temps qu'il y ait un patch qui soit trouvé pour résoudre le problème. C'est pour ça qu'en général, dans les sièges et tout, dans l'entreprise, les mises à jour passent par un serveur et sont distribuées par le service informatique après des tests. C'est pas forcément les PC qui se mettent à jour comme ils veulent. Souvent, c'est l'administrateur qui va gérer ça justement pour éviter les risques de problèmes de compatibilité. Parce que admettons que du coup vous avez il y en a pas mal qui utilisent Excel et qu'à un moment il y a Excel qui se met à jour et qui pose un problème pour lire des fichiers. Si la mise à jour elle passe, ça peut poser des soucis. Après, en fonction des mises à jour, des fois il y en a ça peut quand même, il peut y avoir quand même des petits trucs qui passent à la facture, mais la plupart des mises à jour, en général, sont comme ça. Mais pareil, dans la réalité, quand j'ai eu à défaut, encore une fois, c'était un petit peu, du coup, ce que j'étais, c'était quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, et puis d'un seul coup, donc, il y avait des personnes qui avaient des fichiers Excel qui étaient reliés après sur le réseau et tout. Et d'un seul coup, quasiment toutes ces personnes-là, ça marche plus. Alors que ça a marché pendant plusieurs années de la même façon, et d'un seul coup, ça marche plus. Donc du coup, il y en a qui se renseignent et tout, qui cherchent. Et en fait, c'était une mise à jour d'Excel qui était passée quand même parce que Microsoft avait envoyé, parce qu'ils avaient changé un réglage de sécurité et qui faisait qu'en fait les emplacements réseau, s'ils
n'était pas certifié de confiance à un endroit spécifique d'Excel, et bah du coup, on s'était bloqué parce qu'ils disaient c'est peut-être une tentative d'attaque, parce que justement, comme ils avaient eu des attaques par la Russie ou d'autres alliés à la Russie, bah du coup, ils avaient augmenté leur niveau de sécurité, au niveau de la vérification des fichiers. Et ce qui a entraîné que tous les fichiers, il a fallu faire une modif pour les différents utilisateurs pour régler ce problème-là. Et là, je crois qu'il n'y avait pas spécialement moyen de le faire forcément. Au début, il n'y avait pas forcément trouvé de manière de le faire automatiquement, donc il a fallu le faire à la main sur au moins, je crois, peut-être au moins une 25-30 personnes à la main la modification pour ça résoudre le problème. Après, je crois qu'il a été trouvé d'autres solutions pour le faire en automatique, mais c'était le temps de trouver la solution, ça avait été un peu long. Comme les gens, là pour le coup, c'était un impact important parce que les gens, c'était vraiment leur outil de travail de Excel. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, dans les entreprises, normalement, les mises à jour passent d'abord par un service informatique pour faire des tests et vérifier qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les logiciels, surtout les logiciels métiers. Et après, bah, c'est envoyé, par exemple, c'est comme du coup, il y avait à peu près 1200 ordi à Conforama, c'était pas envoyé simultanément aux 1200, c'était découpé en quatre phases. Pour éviter de surcharger tout le réseau non plus inutilement. Donc voilà. Et ça, ouais, l'escalade, c'est bien un truc à retenir parce que potentiellement, ça peut être des questions que soit le jury peut vous poser sur le fonctionnement d'un ticket. Lors du jury, ils peuvent vous demander de vous connecter à GLPI et de résoudre tel ticket, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut arriver. Donc, du coup, il faut bien connaître les termes, même si vous ne devez pas résoudre le ticket et qu'on vous pose des questions sur l'assistance, vous devez bien comprendre les notions de SLA, d'escalade, un peu la durée de vie d'un ticket, le cycle de vie d'un ticket. Escalade, c'est envoyer le ticket, soit au niveau N1 et N2, en fonction de comment c'est appelé dans l'entreprise, ou à un service spécifique. Parce que des fois, le niveau 1, bah, il voit le ticket, il voit que c'est lié vraiment à un truc spécifique. Bah, du coup, là, il ne va même pas essayer forcément de recontacter la personne. Ça va être directement reventilé au service spécifique. Parce qu'ils savent que la personne sait que ça ne va pas être son niveau. Et elle sait quel truc c'est, donc elle envoie directement à la bonne personne. Des questions à propos de... Ouais. C'est ça, on attribue, soit on le attribue directement à un technicien parce qu'on sait, mais en général on le attribue à un service. Il va se retrouver en fait à ce niveau-là, mais dans un nouveau service. Et après, du coup, c'est un technicien de service-là qui va prendre la main dessus pour faire la résolution possible. Ou dans le pire des cas, une escalade en fonction du problème. Voilà, comme ça, pas de questions spécifiques. Vous allez mettre quelque chose dans le drive sur ITIL? Oui, de toute façon, la ITIL, je remettrai, mais je pense que je mettrai plutôt quelques vidéos et tout, ça sera un peu plus clair, mais aussi un document. Dans les vidéos de Open Classroom, ils disent il y a plusieurs types de tickets, il y a problème, incident, c'est pas pareil. Je vais revenir après. En fait, l'incident, en réalité, découle d'un problème. Alors que le problème, c'est la cause de l'incident. Les deux sont liés, mais en fait, le niveau au-dessus, c'est le problème. Et du problème découlent les incidents. Une fois que le problème est résolu, les incidents sont forcément résolus.
Après, tu peux résoudre des accidents, mais si tu loupes la cause principale du problème, bah, il y a des choses qui vont Et revenir. par exemple, pour un niveau 1, il faut plus qu'il propose des solutions de contournement. Et niveau 2, il faut plus qu'il résout le problème. Ouais, en fait, dans l'idéal, le niveau 1, il va essayer de résoudre le problème directement. Mais après, s'il ne peut pas, il va faire l'escalade pour que le niveau 2 puisse résoudre le problème. Mais voilà, un accident, c'est une conséquence du problème. Ce n'est pas forcément la cause. Parce qu'il peut y avoir un problème qui va faire plusieurs types d'accidents, mais tu peux résoudre des accidents, mais si tu ne résous pas le problème, bah, tu t'exposes à ce que le fait que les accidents reviennent. Ça dépend de comment ça empêche les travailleurs aussi. Mais ça, après, c'est le niveau d'impact. C'est pour ça que ça peut être un niveau faible, mais qui impacte 30 personnes, ça va être assez plus élevé qu'un problème grave, mais qui va impacter qu'une personne. Dans la gestion de l'entreprise, c'est plutôt le groupe qui va emporter dans le rythme, dans la priorité du risque. Bon, voilà, on va faire une pause. Après, on verra comment c'est géré directement dans GLPI. Tristan. Ok. Donc, quand vous êtes connecté à GLPI, on avait vu l'autre fois la partie parc, où on pouvait trouver les informations de tous les ordinateurs qui étaient remontés via l'agent de GLPI. Ce qui peut être pratique parce que du coup, vous avez toutes les adresses IP, vous avez toutes les cartes réseau, tout le matériel, toutes les mises à jour et tout qui sont installées. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de redemander à la personne ce qu'elle possède et tout. Vous avez déjà toutes ces informations-là. Donc, ça peut vous faire gagner du temps dans l'assistance. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois, la partie parc. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la partie assistance. Donc j'ai réinitialisé, j'ai mis le mot de passe habituel. Non, 1, 2, 3 soleil. Avec le S majuscule. Non, juste pour lui. Ouais, j'ai réussi à me connecter, mais c'est juste sur le compte des techniciens. Oui, bah c'est bon. C'est quoi l'identifiant Des cas, normalement. Ouais, ouais. Et sur le général, là où je voyais les origines. On doit se connecter à votre GLP. Oui. Oui, quel pays de base là où ça affiche les origines. Ah. Je suis pas connecté. Juste sur le. Ah, t'es sur cette interface là, de GLPI. Non, non, parce que je suis technicien, moi. Ouais. On peut pas voir. L'assistance, vous n'avez pas. Alors, Attends. juste accueil personnel, en fait, c'est. Ah, normalement. Attends. Ouais. Le tableau de bord, des fois, il peut déconner. Mais normalement, ce qui va nous intéresser, c'est pas grave. Normalement, vous avez ticket, créer un ticket et tout. Ça, vous l'avez ou pas? Non, non, moi, j'ai pas ça. En tant que tech? En fait, j'ai ça. Moi, j'ai assistance, chercher. Je vais dire les onglets ou gestion. Voilà, moi, j'ai ça. Donc, après, dans assistance, bah, tu as ticket, créer ticket et tout. Ouais, C'est ce qui nous intéresse. Le tableau de bord, c'est pas grave, c'est juste un résumé. Oui. Oui, parce que tu n'as pas créé de compte, oui. Donc c'est GLPI et GLPI. Oui. Il te met quoi? Ah, il dit que c'est pas activé et tout. Qu'est-ce qui avait fait ça la dernière fois? Ça l'avait fait la dernière fois. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. C'est sur le GLPI là. Bon, essaie d'en refaire un de compte vite fait quand même. Tu fais GLPI là.
en login. Et GLPI en password. Non, pas de majuscule, tout minuscule. Attends, 30 secondes. Donc bon, en tout cas pour ceux qui ont ticket, même si vous n'avez pas le tableau de bord, c'est pas grave. Du moment que vous voyez ticket, créer ticket et ainsi de suite, c'est ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de tableau de bord, c'est pas grave. Tu peux nous envoyer les infos? Oui, attends, 30 secondes. Ouais, essaie de créer un compte, sinon tu resteras sur GLPI pour l'instant, le temps que je fasse tes explications. Je te requiers après. Mais attends, du coup, Daniel, je revérifie l'identifiant que tu as créé. Utilisateur, DK. Non, pourtant, l'identifiant, c'est DK en minuscule. Hein. C'est bien minuscule. Ouais. Ah, attends, moi, j'ai pas. Moi, j'avais oublié d'enregistrer. Vas-y, réessaye, là. Le 3 soleil? Ouais. Peut-être que c'est moi qui avais oublié de faire enregistrer. Monsieur, excusez-moi, vous pouvez vérifier mon utilisateur, s'il vous plaît? Le même truc. Ah. Ilias, c'est Ilias. Avec un I majuscule. Ilias, c'est avec un I minuscule. Nicolas, c'est aucun des deux marches. On valide depuis. Bon, remets-toi sur GLPI pour l'instant, on va regarder après. Non, connecte-toi, je vais faire les explications. Et après, on le recréera cet après-midi pour la mise en place. On va déjà faire les explications. Donc, si vous êtes déjà connecté en technicien, que ça a marché ou quoi, utilisez votre compte pour suivre les trucs. Vous le réutiliserez de toute façon tout à l'heure quand on mettra en place. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mettez-vous éventuellement sur GLPI pour avoir le menu sous les yeux aussi pendant que je fais les explications. Donc, là, comme je disais, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est l'assistance. Donc, si vous n'avez pas le tableau de bord, c'est pas grave. Le tableau de bord, c'est juste un résumé des onglets qui sont en dessous. Donc, si vous ne l'avez pas qui apparaît dans le technicien, c'est pas grave. Là, on va aller dans Ticket. On va cliquer sur Ticket. Parce que ici, dans Ticket, c'est ça qui va nous montrer toute la liste des tickets. Et on voit par exemple que là, j'ai des tickets qui sont en cours, qui ont été attribués. À côté, on voit la priorité du ticket qui a été définie sur moyenne. On voit qui a fait la demande. En l'occurrence, là, c'est GLPI. Et à qui ça a été attribué. Bon, là, j'ai attribué à GLPI, parce que de toute façon, j'avais pas d'autres techniciens sur le coup au moment où j'avais créé au début. Ici, en haut, là, vous avez caractéristiques statut est non résolu. Ici, ça va vous permettre, ce menu-là, de faire un filtre
de tickets. Par exemple, si à la place de non résolu, je mets nouveau et que je refais une recherche, il va me montrer que les tickets qui sont nouveaux. En l'occurrence ici, pour l'instant, j'ai pas de nouveaux tickets. Et tous les tickets que j'ai créés, c'était des tickets précédents qui ont été attribués déjà éthiques. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un de nouveau ticket. Donc pour créer un nouveau ticket, soit vous pouvez faire créer un nouveau ticket ici, ou si vous étiez déjà dans ticket, vous avez simplement ici le plus en haut. Ici, là. Tout en haut, là, vous avez le bouton plus qui va vous permettre de créer un nouveau ticket automatique directement. Donc, je vais cliquer dessus. Là, il demande à quelle entité sera ajouté le ticket. Donc là, c'est si on avait créé déjà des entités, comme je vous montrais, Paris, Lyon et tout. Mais là, on va laisser à la racine. Ici, on va mettre un titre. L'entité de la racine, c'est-à-dire c'est le général de GLPI. Mais par exemple, si tu avais des succursales, par exemple, à Lyon et à Paris, tu pourrais attribuer le ticket soit à Lyon, soit à Paris, en fonction de qui a le problème, pour faire un peu de classement. Là, ils nous proposent rien, c'est qu'ils n'ont pas été créés. Oui, là, je crois pas que j'ai créé d'autres entités que l'entité racine sur celui-là. Mais après, ça dépendra de l'organisation de l'entreprise. Ça va pas influer sur le cycle de vie du ticket. Ça va juste influer sur les techniciens disponibles pour traiter le ticket en question. Parce qu'effectivement, s'il faut se déplacer sur place et que tu l'avais attribué à quelqu'un de Paris alors que l'emplacement c'était à Lyon, bah, je sais pas, ça va forcément, il va y avoir un problème à un endroit, à un moment ou à un autre. Bah, si sur Paris, là, au lieu d'entité racine, bah, on mettra Paris à la place d'entité racine. Oui, c'est ça. Il n'y a que ceux de Paris qui verront ce ticket-là. Les techniciens de Lyon ne verront pas ce ticket. Donc en fonction de où on se connecte, oui. En fait, toi, ton identifiant, il sera en général lié aussi à l'entité. Si tu as des succursales, ton identifiant sera en général lié à un des deux. Après, tu peux avoir des identifiants qui vont être racines, justement, entité racine. Toi, tu verras tous. Mais par défaut, en général, les succursales, tu vois que les tickets des succursales. Ça dépend de l'organisation de... Donc voilà, ici on met un titre. Comme ça, quand on voit le ticket, ben, on voit tout de suite un peu le genre de problème. Et ici, du coup, on met la description du problème. Bonjour. Accès à Internet depuis ce matin. Merci de pouvoir regarder. Ça. Après, là, j'ai fait un mail assez gentil. Après, il y en a qui sont plus ou moins pressés et tout, plus ou moins agacés. Donc, des fois, les mails peuvent être moins gentils. On a le droit de leur rappeler aussi. Oui. Après, ça, c'est plutôt quand vous les aurez directement au téléphone. Donc, après, qui est le demandeur? Donc, bon, là, c'est GLPI, mais si par exemple, c'est un autre.
vous créez le ticket pour quelqu'un d'autre, parce que la personne vous a contacté au téléphone et tout. Ah, par exemple, je dis que c'est Nico qui fait la demande. Donc là, bon, je vais prendre Nicolas. Donc le demandeur, c'est Nicolas. Même si c'est moi, là, je suis connecté en tant que GLPI, ça sera identifié que le demandeur, c'est Nicolas. Donc du coup, si toutes les bases de données ont été bien remplies et tout, on a son email, on a son numéro de téléphone, son numéro de téléphone interne, on a tout ce qu'il faut pour le contacter. Parce que des fois, les gens ne pensent pas forcément à mettre toutes leurs coordonnées ou quoi pour qu'on les contacte. Donc après, observateur, on peut rajouter une personne qui va observer le déroulé du ticket et tout, voir si les choses se passent bien. Et donc, il recevra des informations sur ce ticket-là quand, par exemple, là, je vais l'attribuer à personne pour l'instant. Mais si je l'avais attribué à quelqu'un et que le technicien avait fait des choses, l'observateur aurait reçu aussi des informations comme quoi ce ticket-là, il y a eu des changements. Et donc, comme ça, il peut aller voir aussi l'évolution, voir qu'est-ce que la personne a fait. Ça peut être la hiérarchie, ou par exemple, si toi, tu es en tant que stagiaire dans une entreprise, bah, ça peut être le tuteur de stage, qui est l'observateur. Donc comme ça, dès que toi, tu vas faire des modifications sur le ou les tickets qui t'ont été attribués, lui, il va recevoir des informations, il va pouvoir aller voir ce que tu as fait et tout, si ça colle. Ouais, normalement, c'est rare, il n'y a pas de raison. Ils savent que des stagiaires non plus, vous n'avez pas 10 ans d'expérience non plus. Donc, et voilà, l'observateur, ça peut être effectivement le maître de stage, quoi. Ou un technicien que le maître de stage t'a attribué comme surveillant ou comme tuteur interne. Parce que des fois en stage, ça va être votre maître de stage, ça va être le responsable du service. Mais des fois, lui, il va être occupé avec d'autres réunions, d'autres trucs comme ça. Du coup, il va déléguer ça à un des autres techniciens qui va vous superviser. Mais par exemple, il peut se mettre en observateur pour voir les choses. On peut mettre plusieurs observateurs aussi. Et après, bon là, je vais l'attribuer à personne. Élément. Non, là, le niveau de service, bah, si on connaît déjà le niveau de service de la personne et tout, bah, on peut indiquer les choses. Ça, TTO et tout, ça correspond au niveau de SLA. Ticket lié, c'est si on veut lier le ticket à déjà un autre ticket qui est existant. Ça, c'est plutôt au moment de la requalification, potentiellement. Et ici, par exemple, vous pouvez rajouter des documents ou des images. Bon, faut pas qu'elles soient trop grosses parce que là, c'est 2 mégaoctets. Mais vous pouvez potentiellement rajouter une capture d'écran ou un truc comme ça si la personne l'avait fait. Bon, après, c'est pas toujours le cas parce que les gens ne connaissent pas du coup forcément en informatique, donc ne savent pas forcément faire des captures d'écran ni quoi que ce soit. Mais potentiellement, vous, par la suite, vous pourrez lui renvoyer éventuellement une capture d'écran pour lui montrer des choses, éventuellement à tester. Et après, il ne faut pas oublier de faire ajouter. Voilà. Et là, tout de suite, il vous laisse la main pour recréer un autre ticket derrière. Bon, là, on va pouvoir faire un deuxième à l'instant T. Et on va revenir du coup dans ticket. Et là, on voit que il y a plusieurs tickets parce que plusieurs personnes, du coup, en ont créé simultanément. Et donc là, on voit bien le demandeur et on voit que ça n'a pas été attribué pour l'instant. Ça a été attribué à personne. Donc oui, voilà, un truc qu'on a oublié. Là, on va faire le cas justement où on n'a rien réglé, on n'a pas fait la requalification. Donc maintenant, je vais requalifier. Je vais reprendre celui-là, par exemple, le premier, là, même si ce n'est pas celui que j'ai créé. Et je vais le requalifier. Donc ici, c'était... Voilà. Ici, vous avez ticket, il y avait une petite flèche.
Donc il y a la date à laquelle ça a été ouvert. Ici, c'est type justement incident ou demande. Donc par exemple, si c'était une demande d'installation de logiciel et que la personne avait laissé en incident, il faudrait le remettre du coup sur demande. En l'occurrence, ici, on est bien sur un incident. Si on avait créé à l'intérieur de l'entreprise des catégories d'incidents, réseau, Word, Excel, PowerPoint, et ainsi de suite, du coup, on pourrait l'attribuer directement aussi à une catégorie spécifique. Ce qui pourrait déterminer le technicien qui prendrait en charge. Parce que s'il y a des techniciens, par exemple, plus spécialisés sur la bureautique, et que vous mettez que le problème c'est Word, Excel et tout, bah du coup les autres techniciens ils vont pas s'en occuper parce qu'ils savent qu'il y a des techniciens plus spécialisés là-dedans. Donc ici on a le statut, pour l'instant il est toujours en niveau. Source de la demande, bah, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Demande directe, demande par email, demande par téléphone, demande au helpdesk, demande écrite. Bon, écrite c'est rare hein, maintenant. C'est rare que vous envoie un courrier pour vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais bon, voilà, il y a une époque où les demandes étaient envoyées par courrier. Donc voilà, urgence. Donc là, c'est le degré d'urgence, parce que souvent, la plupart des gens, bah, soit ils vont pas faire gaffe au niveau de base qui est rentré sur la plateforme, si jamais ils l'envoient directement sur le site d'assistance, eux, ils vont pas s'embêter, ils vont mettre très haut, parce qu'ils vont se dire que, du coup, pour lui, ça a l'impact, et que l'impact est très haut pour lui. Mais sauf que dans la réalité, du coup, là, s'il n'y a qu'un seul ticket de ce service-là et tout qui arrive, ça veut dire que c'est vraiment que la personne qui a un problème. Donc, l'urgence peut être haute, par contre, l'impact est bas, parce que ça ne concerne qu'une personne. Donc, ça fait que la priorité revient à la moyenne. Et si par exemple l'urgence, je dis qu'elle est très basse, bah, ça requalifie automatiquement en très basse. Ouais. Hein? En fait, automatiquement, la priorité, on peut la rechanger à la main si on veut, mais normalement, c'est automatiquement une moyenne entre l'urgence et le niveau d'impact. Donc c'est pour ça que ça, des fois, ça peut être qu'une seule personne qui est impactée, mais du coup, l'impact va être beaucoup plus faible que si le même problème est pour 25 personnes. Du coup, ceux de 25 personnes, ça sera prioritaire par rapport à une personne unique. Et si ça se trouve, en réglant le problème des 25 personnes, le problème de la personne va peut-être se régler automatiquement parce que si ça se trouve, c'était un problème de câblage, un switch qui est tombé en rade ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, si ça se trouve, la personne, même si elle n'est pas dans le même service, elle était peut-être sur le même switch. Et donc, bah, en rétablissant le switch pour les 25 personnes, bah, vous allez rétablir pour la personne qui était unique en même temps. Des fois. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important de requalifier parce que ça va permettre de donner l'ordre de priorité de résolution des tickets. Si tout est en urgent et tout, bah, ça se trouve à résoudre des problèmes alors qu'il y avait vraiment des problèmes de Word, on va dire, alors qu'il y avait vraiment des problèmes réseau plus importants et c'était tout un service qui était impacté. Donc voilà, ça c'est pour la phase du coup de requalification où on rechange les degrés d'urgence. Et on n'oublie pas de re-sauvegarder quand c'est fait. Sinon, c'est pas pris en compte. Donc, voilà, je vais en reprendre un autre où il a pas été rajouté. Voilà. Donc après, pareil, au moment de faire
la requalification, si on sait qu'un technicien a l'habitude de gérer certains de ces problèmes-là, eh ben on peut lui attribuer directement. Donc, pour attribuer, c'était toujours dans le même menu. Au niveau des acteurs, on a toujours le demandeur. Et par exemple, je vais l'attribuer à Nicolas. Donc là, on est sur le ticket 44. Ici, c'est le numéro qui est à côté, c'est le numéro du ticket. Bon, là, c'est GLPI qui incrémente automatiquement. Après, ça peut être géré différemment en fonction des entreprises et des sites. Et je sauvegarde. Donc là, maintenant, si on retourne nos tickets, on voit que le ticket 44 n'est plus là. Parce que pour le coup, il a été, maintenant, c'est plus un nouveau ticket, il a été attribué. Maintenant. Donc si on veut le voir, maintenant, il faut... normalement, tu ne devrais pas le voir, ça n'a peut-être pas rafraîchi la page. Après, oui, parce que c'est toi qui l'as créé. Donc tu le vois peut-être encore, parce que c'est toi qui l'as créé. Après, ça dépend des filtres aussi. Hein. Si tu as le filtre attribué, donc là, par exemple, maintenant, je vais aller attribuer. Ce qui est normal. Et ici, on voit le ticket 44, qui est bien, du coup, attribué à Nicolas. Et donc, si là, il regarde, bah, il va retrouver qu'il a un ticket à traiter. C'est toi qui as créé le ticket, mais toi, tu as créé en tant que demandeur. C'est toi qui as le problème. Donc là, je l'ai attribué à Nicolas. C'est Nicolas qui réglera ton problème, qui te contactera. En fait, je vais expliquer. Là maintenant, je faisais les étapes, j'ai refait la qualification. Le ticket a été attribué, c'est moi qui ai décidé de l'attribuer à quelqu'un. Mais sinon, après, ça peut être du self-service, donc chaque technicien récupère le ticket qu'il a envie. Donc maintenant, je retourne dans le ticket. Là, je vais dire comme si j'étais Nicolas. Bon, là, du coup, il a déjà fait Ghost, il a déjà fait une réponse. Il dit d'essayer de redémarrer la box. Donc, effectivement, dans un contexte classique, si ton client, effectivement, c'est un particulier et tout, et que tu es, on va dire, chez Free, un truc comme ça, effectivement, c'est une des premières choses que tu peux lui répondre. En entreprise, c'est pas le cas. La personne, elle n'a pas accès à la box. Donc, c'est autre chose. Et ça, on va y revenir après. Mais effectivement, là, si par exemple, je fais une réponse, merci de bien vouloir vérifier si le câble est bien branché. Là, c'est dans le cas où on sait déjà que la personne est connectée par un câble RJ45. Après, si vous avez un doute de savoir comment elle est connectée, vous pouvez lui envoyer un message en disant merci de bien vouloir me dire si vous êtes connecté par un après, ça dépend si ça peut. Oui, donc dans ces cas-là, effectivement, c'est plus par téléphone. Mais du coup, j'ai pas forcément pris le problème pour bien montrer. Ça va dépendre aussi de son poste et tout. S'il y a d'autres trucs, si par exemple il fait plutôt du secrétariat, des trucs comme ça, il y a quand même pas mal de choses qu'il va pouvoir faire, du Word, des trucs comme ça. Parce que Internet, ça veut pas dire qu'il n'a pas de réseau. Potentiellement, là on sait pas, effectivement, on l'a pas interrogé. Parce que tu peux ne pas avoir Internet, mais avoir le réseau interne de l'entreprise avec tes documents. Bah, des fois, c'est pas toujours précisé, donc c'est pour ça qu'on fera les essais après de communication. Donc voilà. Bon, donc du coup, on termine quand même mon exemple. Se connecter par câble ou sans fil. Donc
après, il peut avoir, par exemple, il peut avoir un téléphone professionnel où il a ses mails qui arrivent. Donc, étant donné que si c'est bien rempli, il va recevoir un mail comme quoi il a un retour du service informatique. Même si c'est vrai que normalement, dans ce cas-là, on contacte la personne directement par téléphone parce que c'est plus simple pour justement faire les tests de vérification, de savoir comment elle est connectée, et lui dire éventuellement à quoi ressemble le câble pour essayer de le rebrancher. Donc ça, du coup, il y a des échanges comme ça de réponses entre lui et vous. Ça, c'est une des possibilités. En général, effectivement, on va plutôt l'appeler par téléphone, surtout si c'est un problème qui semble de venir d'Internet. Mais si le client il a encore un besoin, le délai de réponse va encore attendre 48 heures. Non, une fois que tu as commencé à traiter le ticket, tu règles le ticket dès qu'il est jusqu'au bout. Donc là, du coup, il serait déjà prioritaire une fois qu'il est ouvert. Oui, une fois qu'il est ouvert, tu le traites. Si tu l'as ouvert, c'est parce que tu as traité tes autres tickets ou tous tes autres tickets sont déjà en attente, tu attends d'autres éléments, et du coup, à ce moment-là, tu passes à un autre. Des fois, vous pouvez avoir plusieurs tickets en parallèle à traiter, parce que des fois, comme je vous disais, la solution, c'est aléatoire, donc vous faites les choses, mais vous ne pouvez pas forcément voir instantanément si le problème a été réglé. Donc du coup, vous le mettez en attente et vous voyez bien en fonction de quand la personne vous recontacte. S'il est encore sur le réseau, on peut faire un bureau à distance. Après, on va y venir en fonction des tests. Effectivement, si là, la personne vous dit que vous avez fait un test, vous lui avez demandé d'essayer d'accéder à un serveur interne de l'entreprise et qu'elle y arrive, ça veut dire qu'elle a du réseau. Donc si vous êtes sur le même réseau qu'elle, le réseau de l'entreprise, effectivement, vous pouvez essayer de prendre la main à distance pour voir où est le problème d'Internet. Mais tant que vous ne savez pas si elle a du réseau, au moins le réseau de l'entreprise, vous ne pouvez pas savoir. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ce cas-là, c'est plus un cas à traiter à l'oral directement par téléphone. Voilà, donc là, on admet qu'on a fait les trucs, ça a marché et tout. On a trouvé la solution. Maintenant, on va cliquer ici, à côté de réponse, on va cliquer sur la petite flèche. Et on va faire ajouter une solution. Donc là, on voit que notre ticket, pour l'instant, il est toujours en cours attribué. Donc là, on peut dire le redémarrage de la box a marché pour régler le souci. Même si dans la réalité, en entreprise, ça ne sera pas ça. Là, c'est pour un exemple. Donc là, on dit que ça a réglé le problème. On fait ajouter pour ajouter la solution. On peut rajouter aussi, si on a fait des captures d'écran ou des choses en particulier, on peut rajouter des documents pour illustrer notre solution. Et on fait ajouter. Et là, on voit qu'ici, le rond n'est plus vert. Le rond est noir, il passe en résolu. Dès que vous mettez une solution, il passe en résolu. Mais il n'est pas encore clos. Vous comprenez là, c'est pour ça qu'on est pour l'instant à la résolution et je dis que c'est résolu. Après, il y a la clôture qui peut se faire soit par vous, soit par le technicien. Oui, mais normalement, si vous avez envoyé la solution, c'est que vous avez déjà résolu pour le problème avec la personne. Voilà. Et après, ici, là, dans le statut, si maintenant je veux le clore, je vais dans le statut et je passe sur clos. Si par contre je voulais le mettre en attente, parce que c'était un ticket où il faut attendre la réponse de quelqu'un parce qu'on a essayé de le contacter ou quoi, et ben dans ce cas-là, je passe en attente.
Ne toujours pas oublier de faire sauvegarder. Et là, on voit que le rond est maintenant complètement noir. Donc, ça veut dire qu'il est clos. Si, par exemple, vous aviez mis un ticket en attente ou un ticket résolu, mais que derrière, vous avez à nouveau un problème, bah, plutôt que de rouvrir le ticket, vous voyez qu'ici, il y a marqué à côté « Rouvrir ». Si c'est en attente, bah, vous changez juste le statut. Mais si le ticket est clos et que vous devez le rouvrir parce que la solution que vous avez faite, finalement, le client vous recontacte 2 jours après, il y a le même problème, et bah, du coup, plutôt que de recréer un nouveau ticket de zéro, vous allez tout simplement le faire rouvrir et d'expliquer du coup pourquoi vous le rouvrez. Le problème est revenu. Et là, on voit que le ticket est à nouveau ouvert et attribué au même technicien qui avait traité les choses. En l'occurrence, du coup, Nicolas, dans cet exemple-là. Et donc là, on voit qu'on retrouve bien les étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Après, la requalification, si on voulait, n'est pas obligatoire, mais c'est quand même vivement conseillé pour éviter de risquer de passer à côté de tickets qui sont vraiment importants. GH, là, c'est Goss, c'est celui qui a fait la demande. Oui. Là, c'est la demande et ça, c'est moi. Donc GH, là, c'était le demandeur du ticket. C'est pour ça que quand vous créez les tickets, quand on vous appelle par téléphone, il faut essayer d'avoir le bon identifiant de la personne et tout, pour que justement ses coordonnées et son mail remontent directement dans les informations, pour qu'ils reçoivent par mail la notification de nouvelles de modifications par rapport à son ticket. Oui. Soit il a son compte, même s'il ne le connaît pas forcément, qu'il n'a pas d'accès direct à GLPI, quand on va l'appeler au téléphone, ça serait normalement identifié. Ou par service, enfin il y aura une façon d'identifier et de rajouter les éléments. Parce que du coup, si on ne le sait pas, on peut pas recontacter la personne pour régler le problème. 44, c'est le numéro du ticket. C'est l'identification du ticket. Parce que c'est incrémenté automatiquement par GLPI ou par le logiciel en question. Après ça dépendra de comment la société a fait sa base de données, son organisation du logiciel utilisé. Mais dans le principe, peu importe le logiciel utilisé, normalement les principes de cycle de vie du ticket vont à 90% ressembler à ça. Si après l'entreprise décide de rajouter des étapes ou de vérification avec un supérieur ou quelque chose, bah ça libre à elle de le gérer. Mais le principe de nouveaux tickets, de requalifier, d'attribuer, de résoudre, de passer en résolu et de passer en clos, ça c'est 90-95% des cycles de vie en entreprise. C'est pour ça que justement à la fin, quand vous appelez Free ou quoi, ils vous disent directement si c'est bon pour vous, s'il y a autre chose. Donc ça veut dire qu'ils ont clos le ticket. Pour vous leur avez dit que ok, ça marchait et tout. Mais ils vous posent la question s'il y a autre chose, s'il y a besoin du coup pour rajouter un ticket pour refaire. Et donc du coup à ce moment-là, ils peuvent raccrocher. Si c'est bon, vous avez dit que vous aviez plus d'autres éléments à rajouter. Donc voilà. De toute façon, ça, là, on va le voir pour s'en servir. Là, il reste quelques minutes. Je vais essayer de venir
de revoir. J'ai essayé de créer des comptes directement là pour ceux qui avaient des problèmes là. C'était Nicolas et Daniel, c'est ça, qui avaient des problèmes. Les autres, c'est bon, vous avez pu. Ouais, moi aussi, Ouais. Ça te dit que c'est dit, pas. désactiver ou supprimer. Ok. Le Bon, compte. j'essaie de voir. J'essaie de recréer un directement moi-même. Pendant ce temps-là, pour les autres ou même pour ceux qui ont le problème, commencez à réfléchir. Chacun, vous allez créer un ticket d'un problème informatique de votre choix. Un problème que vous avez pu rencontrer par le passé, un truc que potentiellement vous avez en cours sur un ordinateur chez vous ou autre. Essayez du coup de créer un ticket au moins un ticket chacun, voire deux potentiellement, non attribués à quelqu'un pour l'instant. Hein? Non, non attribué, c'est-à-dire que ce sera dans la liste générale des nouveaux. Non attribué, c'est le demandeur, il y est, mais non attribué à un technicien. Là, j'essaie du coup de régler le souci. Utilisateur. Technicien. Tu peux essayer, Daniel. C'est un truc, sinon je vais en refaire. Ouais. Je pense que ça venir tout ça. Non, parce qu'en fait, je suis en train de voir que apparemment il y a un problème de fuseau horaire. Hein. Donc quand tu fais maintenant, en fait, pour lui, c'est décalé. Il n'y est pas encore à cette heure-là. Toujours pas. Bon, je vais essayer de recréer un directement. Mais ça pourrait venir du coup du fuseau horaire. Oui, valide depuis il y a une semaine. Technicien. Essaye en mettant Daniel comme identifiant. Ouais. Ouais. Ah, je vais enlever la date carrément. Enlever la date de début de validation. Vas-y, essaye. On va trouver un truc. Ah.
passer par d'autres. Se déconnecter. Vous avez quoi comme mot de passe? 1, 2, 3, soleil avec S majuscule. Alors, à moins qu'il ait un cache qui le bloque. Ah, parce que tu es sur le code de ton GPI local. C'est le GPI principal de la Chipotle. Oh, 83, pas sur mon serveur. mais je crois qu'il fallait faire celui qu'on avait créé. Non, non, là, c'est fait sur le général. Ah, même pour nous? Oui. D'accord. Ah. Les tickets, oui, vous les créez sur le serveur GPI, là, que vous avez donné. Normalement, vous avez créé Ah, mais l'adresse c'est ça, ça moi, marchait pas. Moi, ouais, j'ai créé mon adresse. sur le 83 159. Oui, oui, Sur oui. le C'est bien, je pense que. sur lequel Daniel, il est là. Sur les mon serveur, voilà, c'est la base de données GPI. Après, je sais pas ce que tu as dit. On réussit pas réussi à se connecter ou pas? Ah, bah, il y avait moi. Ouais, alors attends. Je réessaye. Utilisateur. Tu. Biotech. Ah, ok. Ouais, attends, je vais changer la date du coup. Je pense que ça peut suffire. Moi, j'ai hésité à le faire direct. Vas-y, réessaye. Je sais pas. Réessaye. Parce que du coup, tu vois, pour lui, il est à 9h38, donc il y a du décalage. Ça veut dire on attribue à personne. Oui. C'est quand on ajoute juste sans. C'est ça. Tu mets personne en attribut. Un observateur. Ouais. Bon, même en observateur. Sinon, de toute façon, vous allez pouvoir aller manger. Je vous laisserai quelques minutes pour le créer en retour. Alors. Donc là, oui, toi, tu vas créer un utilisateur. C'est ça, tout à fait. Donc là, tu as juste besoin de notifiant. Et le mot de passe. On va pouvoir retenir quand même. On va se reconnecter par la suite après. Et après, il faut que ça paye. Voilà, et après, le mot de passe, tu mets le mot de passe que tu peux. Le demandeur, c'est toi. Donc ça, tu laisses. Ah, d'accord. Je suis un technicien. Bon, c'est pas le qui est fait après. Je pensais que le technicien pouvait. Oui, ajoute le. Je pensais que le technicien pouvait enlever la résolution. La pièce est bloquée dans un nouveau. C'est pas grave. Hein? Voilà, ça va être technicien, c'est bon. Et tu fais ajouter. Et là maintenant, tu peux te déconnecter, c'est marqué. Alors, du coup, t'as pu ou pas?